Je me souviens encore des mots exacts que mon père a prononcés en jetant mon sac de sport sur notre pelouse. Ta sœur mérite l'avenir, pas toi. J'avais 19 ans, je grelottais de pneumonie, mon fonds pour l'université avait soudainement disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma vieille Honda Civic, toussant jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, incapable de comprendre comment mes propres parents pouvaient me rejeter comme un déchet d'hier. Je n'avais aucune idée que 5 ans plus tard, ma sœur Amanda entrerait dans mon bureau, CV à la main, totalement inconsciente que je serais son intervieweur. L'expression de son visage quand j'ai dit « Nous sommes ici pour discuter de vos qualifications » est quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai grandi à Westerville, Ohio, une banlieue de classe moyenne typique avec des pelouses bien entretenues et de bonnes écoles. Mes parents, Richard et Diane, semblaient être des personnes normales et aimantes. Papa travaillait comme comptable dans un cabinet local respecté et maman enseignait en 3e année à l'école primaire. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine parfaite, avec un golden retriever nommé Cooper et des voyages d'été annuels au lac Erie. Mais sous cette façade parfaite, il y avait toujours un déséquilibre que j'essayais d'ignorer. Ma sœur Amanda est arrivée quand j'avais 3 ans, et dès le début, elle a été traitée différemment. Alors que j'étais aimé, elle était adorée. Là où je recevais des félicitations pour mes réussites, elle recevait des célébrations extravagantes. Quand j'ai remporté le concours de sciences de 6e année avec un projet sur les énergies renouvelables, mes parents ont hoché la tête et ont dit « Bon travail ». 3 ans plus tard, quand Amanda s'est classée 3e avec son volcan de bicarbonate de soude, ils l'ont emmené dîner dans un restaurant cher et lui ont acheté un nouveau vélo. Je me suis dit que c'était normal, que les frères et sœurs plus jeunes recevaient toujours un traitement spécial. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Tout au long du lycée, j'ai travaillé dur, maintenant une moyenne de 3,8 tout en occupant un emploi à temps partiel dans la quincaillerie locale. Chaque dollar que je gagnais allait dans mon fonds pour l'université, que mes parents avaient commencé à ma naissance. Ils ont promis d'égaler ce que j'économisais, et je les ai crus. Je rêvais de devenir architecte, dessinant des plans de bâtiments dans des cahiers qui remplissaient ma bibliothèque. Amanda, pendant ce temps, a traversé l'école avec un talent naturel et du charme. Elle a rejoint tous les clubs qui l'intéressaient et a démissionné tout aussi facilement quand elle s'ennuyait. Mes parents ne l'ont jamais poussée à trouver un travail ou à économiser de l'argent. Ta sœur doit se concentrer sur son potentiel, disait ma mère chaque fois que je soulignais la différence. J'étais ravi d'être accepté à l'Ohio State University. Ce n'était pas l'Ivy League, mais il y avait un solide programme d'architecture, et avec mes économies combinées à ce que mes parents avaient promis, je pouvais obtenir mon diplôme sans dette. J'ai emménagé dans les dortoirs en septembre, sentant que ma vie commençait enfin. 3 mois après ma première année, j'ai attrapé une pneumonie. Elle m'a frappé fort et rapidement, me laissant alité avec une fièvre qui ne voulait pas baisser. Mon colocataire m'a conduit à l'hôpital quand j'ai commencé à tousser du sang. Le médecin a dit que j'avais besoin de repos au lit et a prescrit des antibiotiques qui me donnaient le vertige et la nausée. J'ai dû me retirer pour le semestre, perdant mon logement par la même occasion. Quand j'ai appelé mes parents, expliquant que je devais rentrer à la maison pour me remettre pendant quelques mois, il y a eu un long silence au téléphone. Puis mon père a dit « Nous devons parler quand tu arriveras ». Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang, et cela n'avait rien à voir avec ma fièvre. Je suis rentré à la maison, faible et épuisé, pour trouver ma mère en larmes dans la cuisine et mon père assis, raide, à la table de la salle à manger. Ils m'ont fait asseoir et m'ont expliqué qu'ils avaient pris une décision familiale difficile. Amanda avait reçu une acceptation anticipée à Princeton, son école de rêve, mais même avec une bourse partielle, il ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité. Nous avons décidé d'utiliser ton fonds universitaire pour l'éducation d'Amanda, a dit mon père, comme s'il discutait d'une transaction commerciale. Elle a une réelle chance de grandeur, Steven. Tu peux prendre des prêts ou aller au community college. Je les ai regardés avec incrédulité. Mais c'est aussi mon argent. J'en ai économisé la moitié. Mon père a secoué la tête. Le compte est à notre nom. Légalement, c'est notre décision. C'était le premier coup. Le deuxième est arrivé quand j'ai découvert qu'ils avaient siphonné de l'argent de mon fonds pendant des années, construisant lentement celui d'Amanda tout en me laissant croire que le mien grandissait avec mes contributions. Les relevés bancaires que j'ai trouvés en cherchant mon acte de naissance montraient des transferts réguliers datant de mes 16 ans, à peu près au moment où Amanda a commencé à parler de Princeton. Je les ai confrontés ce soir-là, mes mains tremblant alors que je tenais les relevés imprimés. Ma mère ne pouvait pas me regarder dans les yeux,
le visage de mon père s'est durci. Tu as toujours été pragmatique, Steven. Tu retomberas sur tes pieds, a-t-il dit avec dédain. Amanda a plus besoin de cette opportunité que toi. La trahison m'a coupé plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Toute mon enfance s'est redéfinie dans mon esprit. Chaque traitement inégal était maintenant vu pour ce qu'il était. Une préparation pour ce moment où il choisirait son avenir plutôt que le mien. La confrontation totale a eu lieu le lendemain matin. J'avais passé une nuit agitée, toussant et planifiant ce que j'allais dire. Je suis descendu et je les ai trouvés déjà à table, une enveloppe entre eux. Nous pensons qu'il est préférable que tu trouves ton propre logement, a dit mon père sans préambule. Je suis malade, ai-je protesté, la voix rauque. J'ai besoin de quelques semaines pour me remettre et trouver un travail. Nous y avons beaucoup réfléchi, a dit ma mère, les larmes coulant sur son visage. Elle a poussé l'enveloppe vers moi. Il y a $300 là-dedans. C'est tout ce que nous pouvons épargner pour le moment. Tout ce que vous pouvez épargner? Ai-je répété, incrédule. Vous m'avez pris des milliers de dollars. C'était toujours notre argent. Mon père a claqué. Et surveille tonton. Ce n'est pas facile pour nous non plus. Pas facile. Vous mettez votre fils malade dehors en janvier. Où suis-je censé aller? Mon père s'est levé, sa chaise raclant contre le sol. Ta sœur mérite l'avenir, pas toi. Elle a un réel potentiel. Tu es juste ordinaire, Steven. Tu survivras. Ces mots se sont gravés dans ma mémoire. Ordinaire. Dispensable. J'ai regardé ma mère, espérant une intervention, mais elle s'est juste tamponné les yeux et n'a rien dit. Tes affaires sont faites, a continué mon père. Je veux que tu sois parti d'ici midi. Effectivement, quand je suis monté, j'ai trouvé la plupart de mes affaires entassées dans 2 sacs de sport et quelques boîtes, 19 en réduit à ce qui pouvait tenir dans ma Honda Civic. J'étais trop choqué, trop malade pour me battre. J'ai chargé ma voiture dans un état second, chaque aller-retour dans les escaliers me laissant essoufflé et étourdi alors que je portais la dernière boîte. J'ai vu Amanda debout à l'embrasure de la porte de sa chambre, me regardant avec de grands yeux. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Demande-leur » ai-je répondu. Trop blessé pour expliquer. Je n'ai jamais dit au revoir. Mon père a regardé par la fenêtre alors que je m'éloignais de la seule maison que j'avais jamais connue vers un avenir soudainement incertain et effrayant. Cette première nuit dans ma voiture a été le point le plus bas de ma vie. Je me suis garé derrière un Walmart ouvert 24h24, blotti sous la seule couverture que j'avais apportée, alternant entre des frissons de fièvre et des quintes de toux qui me laissaient haletant. Je n'arrêtais pas de penser que mes parents appelleraient, qu'ils réaliseraient ce qu'ils avaient fait et me demanderaient de revenir. Mon téléphone est resté silencieux. Le matin, j'ai utilisé les toilettes du Walmart pour me laver du mieux que je pouvais. J'avais l'air terrible, pâle et en sueur. Un employé âgé m'a jeté un regard inquiet mais n'a rien dit. J'ai dépensé les $300 rapidement. Un motel bon marché pour 2 nuits pour sortir du froid. De la nourriture, plus de médicaments. Le 4e jour, j'étais de retour dans ma voiture, pas mieux en termes de santé, et maintenant presque fauché. J'ai appelé mon oncle Jeff, le frère de mon père, dans l'espoir d'obtenir de l'aide. La conversation a été brève et dévastatrice. Ton père m'a parlé de ton problème de drogue, Steven, a-t-il dit, la voix froide. Je ne peux pas avoir cette influence autour de mes enfants. Sois clean, puis on pourra parler. Problème de drogue. J'étais stupéfait, sans voix. Après cet appel, j'ai essayé la sœur de ma mère, puis mes grands-parents. Chaque conversation a révélé la même chose. Mes parents avaient dit à tout le monde que j'avais développé une dépendance à l'université et que j'avais choisi de partir plutôt que de suivre leurs règles. Ils ne m'avaient pas seulement chassé, ils avaient empoisonné tout mon système de soutien contre moi. 2 amis du lycée m'ont laissé dormir sur leur canapé pendant quelques jours chacun, mais ils étaient eux-mêmes étudiants, vivant dans des appartements bondés avec des colocataires qui se lassaient vite d'une personne supplémentaire occupant de l'espace. À la fin de janvier, j'étais officiellement sans abri, toujours malade et complètement seul. Ma voiture est devenue mon abri, mes manuels universitaires, mes oreillers. Je hantais les bibliothèques publiques pendant la journée pour me réchauffer et utiliser leurs toilettes pour rester à peu près propre. Les restaurants rapides sont devenus ma bouée de sauvetage. Non seulement pour des repas bon marché, mais aussi pour le Wi-Fi gratuit pour chercher des emplois et des logements que je ne pouvais pas me permettre.
J'ai essayé d'appeler ma sœur, espérant qu'elle pourrait au moins me dire pourquoi cela se passait, mais elle n'a jamais décroché. Plus tard, j'ai découvert que mes parents lui avaient dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec la famille, que j'étais jaloux de son succès et que j'étais parti en colère. Le coup de grâce est arrivé début février lorsque ma voiture a été remorquée de la rue où je l'avais garée pour la nuit. Je n'avais pas les $150 pour la récupérer, perdant non seulement mon abri, mais aussi la plupart de mes biens restants. Cette nuit-là, je me suis enregistré dans un refuge pour sans-abri du centre-ville. La réalité de ma situation, impossible à nier plus longtemps. Le refuge était bondé, bruyant et parfois dangereux. Mon ordinateur portable a disparu la première nuit, volé pendant que je dormais d'un sommeil agité sur un lit étroit. Chaque jour qui passait, ma colère contre mes parents grandissait, mais aussi mon désespoir. Je ne me remettais pas, ma pneumonie persistant sans repos ni nutrition appropriée. Je postulais pour des emplois, mais qui embaucherait quelqu'un sans adresse qui avait l'air d'un mort-vivant. Alors que février se transformait en mars, je me suis retrouvé assis dans un petit parc, regardant les gens passer, vivant leur vie normale. J'avais 27 centimes en poche. Pas de maison, pas de voiture, pas d'ordinateur, pas de famille. J'envisageais sérieusement si la vie valait la peine d'être vécue quand une voix bourrue a interrompu mes sombres pensées. Tu as l'air d'avoir besoin d'un repas chaud, mon fils. J'ai levé les yeux pour voir un homme plus âgé, probablement dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux gentils qui restaient d'une manière ou d'une autre vifs et observateurs. Il n'était pas beaucoup mieux habillé que moi, mais il se tenait avec dignité. J'étais trop épuisé pour refuser. Cette rencontre fortuite allait tout changer. L'homme s'est présenté comme Jack Parker et il m'a offert à déjeuner dans un restaurant voisin. J'ai dévoré le premier vrai repas que j'avais eu depuis des semaines pendant qu'il regardait patiemment. Quand j'ai finalement ralenti, il m'a demandé mon histoire. C'était peut-être la nourriture, ou peut-être juste le fait d'avoir quelqu'un qui m'écoutait vraiment, mais tout est sorti. Mes parents, la trahison, la maladie qui ne voulait pas partir, les semaines d'itinérance. Quand j'ai fini, je m'attendais à un jugement ou à un rejet. Au lieu de ça, il a hoché la tête pensivement. J'ai entendu de pires histoires, mais pas beaucoup, a-t-il dit. Comment va cette toux? Comme par hasard. J'ai commencé à tousser, une douleur me traversant la poitrine. Quand j'ai repris mon souffle, il était déjà debout. Viens, a-t-il dit. Je connais quelqu'un qui peut t'aider avec ça. Je l'ai suivi, n'ayant rien à perdre. Nous avons marché plusieurs pâtés de maison jusqu'à une petite clinique médicale que je ne connaissais pas. Jacques a parlé brièvement à la réceptionniste, qui a hoché la tête et nous a conduits dans une salle d'examen sans demander de pièces d'identité ou d'assurance. Le médecin, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués, m'a examiné attentivement et a secoué la tête. Votre pneumonie devient chronique. Vous avez besoin d'un traitement constant et de repos. Elle a écrit plusieurs ordonnances, que Jacques a prises sans commentaire. Plus tard, assis sur un banc devant une pharmacie avec mes nouveaux médicaments en main, j'ai finalement posé la question, pourquoi m'aidez-vous? Jacques a soupiré, semblant soudain beaucoup plus âgé. Disons simplement que je rattrape des erreurs passées. Au cours des jours suivants, j'ai appris l'histoire de Jacques par bribes. Il avait été un cadre commercial prospère il y a des décennies, gravissant les échelons de l'entreprise pendant que sa famille passait au second plan de son ambition. Lorsque sa femme l'a finalement quitté, emmenant leurs 2 enfants, il s'est plongé encore plus profondément dans le travail. Au moment où il a réalisé ce qu'il avait perdu, il était trop tard. Ses enfants ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui. J'ai pris ma retraite, riche et seul. Il m'a dit un soir alors que nous partagions un simple dîner dans son petit appartement où il m'avait laissé dormir sur le canapé. Puis la crise de 2008 a anéanti la plupart de ce que j'avais. Justice poétique, peut-être. Il n'était pas sans le sou, mais il vivait modestement maintenant, faisant occasionnellement du conseil en affaires pour de petites entreprises qui appréciaient son expérience. Une semaine après notre rencontre, Jacques m'a fait une offre. J'ai besoin d'aide pour organiser mes papiers, passer des appels, envoyer des emails. Je ne peux pas payer beaucoup, mais tu peux rester ici, et je t'aiderai à te remettre sur pied. C'était plus de générosité que je n'en avais vu depuis des mois. J'ai accepté immédiatement. L'arrangement était censé être temporaire, mais il a évolué en quelque chose de plus. Alors que ma santé s'améliorait avec des médicaments appropriés et des repas réguliers, j'ai commencé à assumer plus de responsabilités.
Le conseil occasionnel de Jacques était en fait une petite entreprise qu'il dirigeait depuis son bureau à domicile, conseillant les entreprises en difficulté sur la restructuration et l'efficacité. J'avais un don pour le côté administratif, organisant ces dossiers chaotiques et mettant en place un système de facturation approprié. Bientôt, j'assistais aux appels des clients, prenais des notes et offrais des idées que Jacques appréciait réellement. Un soir, environ 2 mois après notre rencontre, Jacques a eu une quinte de tout qui ne s'arrêtait pas. J'ai reconnu le son, la façon dont il se serrait la poitrine. J'ai appelé une ambulance malgré ses protestations. À l'hôpital, pendant que nous attendions les résultats des tests, il m'a finalement dit la vérité. Cancer, stade 4, poumon et foie. Il l'a dit sans détour. Diagnostiqué il y a 6 mois. Les médecins m'ont donné 1 an, peut-être moins. J'étais abasourdi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Je ne voulais pas de ta pitié, dit-il simplement. De plus, t'aider m'a fait du bien. Ça me donne un but. Jacques s'est suffisamment remis pour rentrer chez lui. Mais l'épisode a changé notre relation. Il y avait une urgence maintenant à tout ce qu'il m'enseignait sur les affaires, la finance et les gens. Il ne me donnait pas seulement un travail. Il me transmettait tout ce qu'il savait. Tu es intelligent, Steven, m'a-t-il dit. Plus intelligent que moi à ton âge, mais tu as besoin de références dans ce monde. Nous allons te faire retourner à l'école. Il m'a aidé à m'inscrire au Community College, payant mes frais de scolarité avec ses économies malgré mes protestations. Je suivais des cours de commerce le soir tout en gérant son travail de consultant le jour. Chaque dollar que je gagnais allait dans un nouveau compte d'épargne qu'il a insisté pour que j'ouvre. Tes parents ont volé ton avenir, a-t-il dit. Nous t'en construisons un nouveau. Alors que l'été se transformait en automne, la santé de Jacques s'est rapidement détériorée. Entre les visites à l'hôpital, il m'a présenté ses contacts, des gens qui lui devaient des faveurs ou respectaient son jugement. C'est Steven, disait-il. C'est l'avenir de mon entreprise. Faites-lui confiance comme vous me feriez confiance. Une nuit pluvieuse d'octobre. Après avoir terminé une proposition complexe pour un nouveau client entièrement seul, Jacques m'a tendu un dossier. J'ai fait quelques recherches, dit-il, la voix plus faible qu'elle ne l'avait été ce matin-là. À propos de tes parents. À l'intérieur se trouvait un rapport détaillé sur le cabinet comptable de mon père, y compris des preuves d'irrégularité fiscale et de fraude possible remontant à des années. J'ai des amis dans des endroits intéressants, a expliqué Jacques. Ton père a pris des raccourcis. Rien qui ne l'enverrait en prison probablement, mais assez pour ruiner sa réputation si ça sortait. J'ai regardé les documents, ne sachant pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait se venger, dénoncer mon père et regarder sa vie soigneusement construite s'effondrer comme la mienne. Une autre partie reculait à l'idée de devenir aussi calculateur et cruel qu'il l'avait été. Jacques a semblé lire dans mes pensées. Je ne te suggère pas d'utiliser ça, dit-il. Sache simplement que les gens qui blessent les autres ont souvent leurs propres secrets. La connaissance et le pouvoir, Steven. Ce que tu en fais te définit. J'ai rangé le dossier, pas prêt à décider. 2 semaines plus tard, Jacques a été admis en soins palliatifs. J'ai passé chaque instant que je pouvais à son chevet, regardant l'homme qui m'avait sauvé la vie s'éteindre lentement. Avant de mourir, il a fait une dernière confession. J'ai changé mon testament, a-t-il murmuré, la voix à peine audible. Je t'ai tout laissé. Ce n'est plus grand-chose, mais c'est un début. La liste de clients est en or, cependant. Ne la gaspille pas. Je lui ai tenu la main, les larmes coulant sur mon visage. Pourquoi moi ? Tu me connaissais à peine. Il a souri faiblement. Parfois, la famille que l'on choisit compte plus que celle dans laquelle on est né. Ses yeux, toujours vifs malgré son corps défaillant, ont croisé les miens. Promets-moi que tu construiras quelque chose de bien. Je le promets, ai-je dit, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. Jacques Parker est mort paisiblement cette nuit-là. J'étais le seul à ses funérailles, tenu dans une petite chapelle avec juste le ministre et moi-même. Je suis resté près de sa tombe longtemps après la fin du service, pensant à la façon dont cet étranger était devenu plus une famille pour moi en 8 mois que mes parents biologiques ne l'avaient été en 19 ans. Je suis retourné à l'appartement, maintenant légalement le mien selon son testament, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Jacques m'avait laissé 32 000 $, sa liste de clients, et quelque chose d'encore plus précieux, un avenir auquel je pouvais croire. Le décès de Jacques a laissé un vide dans ma vie,
mais aussi une fondation sur laquelle je pouvais construire. J'ai déménagé dans un appartement plus petit et plus abordable, investissant soigneusement l'argent qu'il m'avait laissé. Sa liste de clients est devenue ma bouée de sauvetage, bien que j'en ai perdu quelques-uns qui avaient travaillé personnellement avec Jacques. La plupart sont restés. Impressionné par les systèmes que nous avions mis en place et par mon dévouement à maintenir son niveau de service, je me suis plongé dans mes cours de Community College. Non plus en faisant semblant, mais en m'engageant réellement dans la matière. La gestion d'entreprise me fascinait. Les subtilités du comportement organisationnel et de la planification stratégique mettaient mon esprit au défi d'une manière que l'architecture n'avait jamais fait. Alors que le travail de consultant me procurait un revenu suffisant pour vivre, je savais que j'avais besoin d'une éducation plus formelle pour vraiment progresser. J'ai postulé à toutes les bourses disponibles, j'ai écrit d'innombrables essais sur la manière de surmonter l'adversité et j'ai maintenu une moyenne parfaite de 4,0. Le traumatisme de la trahison de ma famille persistait. J'avais des crises de panique qui me réveillaient en haletant au milieu de la nuit. Certains déclencheurs, comme voir une famille dîner ensemble à travers la fenêtre d'un restaurant, pouvaient me plonger dans une spirale de dépression qui durait des jours. Sur la recommandation d'un de mes professeurs, j'ai commencé à voir un thérapeute à la clinique gratuite du Community College. Le docteur Meyers était une femme franche dans la cinquantaine qui n'offrait pas de pitié, juste des stratégies pratiques et des idées honnêtes. Ce que vos parents ont fait est inexcusable, m'a-t-elle dit lors de notre première séance. Mais laissez cela définir votre avenir leur donne un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Lentement, séance après séance, j'ai appris à traiter ma colère et ma trahison sans me laisser consumer. Je n'avais toujours aucun contact avec ma famille, bien que je regardais occasionnellement les profils de médias sociaux d'Amanda. Selon ses publications, elle s'épanouissait à Princeton, allant à des fêtes et rejoignant des sociétés d'élite. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions en voyant son bonheur, sachant qu'il venait au détriment du mien. 2 ans après la mort de Jacques, j'ai obtenu mon diplôme d'associé en gestion d'entreprise, premier de ma classe. À ce moment-là, j'avais rationalisé l'entreprise de conseil en une pratique spécialisée, me concentrant sur les petites entreprises en difficulté financière, travaillant avec un réseau de pigistes que Jacques m'avait présenté. Le lendemain de la remise des diplômes, j'ai reçu un email de Marlène Weber, la directrice des ressources humaines de Core Brand Marketing, une entreprise de taille moyenne avec une réputation croissante dans le Midwest. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement de réseautage professionnel où j'avais offert quelques suggestions sur l'approche de son entreprise en matière de marketing sur les réseaux sociaux. Nous avons un poste de débutant qui s'ouvre dans notre département d'analyse, a-t-elle écrit. Votre parcours est inhabituel, mais je pense que vous seriez un bon candidat pour notre culture. Êtes-vous intéressé par un entretien? J'étais. Le poste offrait de la stabilité, des avantages, y compris une assurance maladie dont j'avais désespérément besoin, et des possibilités d'avancement. Je me suis préparé méticuleusement pour l'entretien, faisant des recherches sur tout ce qui concernait l'entreprise et m'entraînant à répondre aux questions potentielles. Mon parcours inhabituel s'est avéré être un atout plutôt qu'un handicap. L'intervieweur, un vice-président nommé David Chen, a été impressionné par ma résilience et mes compétences autodidactes. La plupart des candidats de votre âge ont des connaissances théoriques mais aucune expérience réelle. Il a dit que vous avez réellement sauvé des entreprises et construit votre propre clientèle. C'est remarquable. J'ai commencé chez Core Brand le lundi suivant, travaillant plus d'heures que quiconque et me portant volontaire pour des projets que les autres évitaient. Mon expérience avec les divers clients de Jacques m'a donné des aperçus que d'autres n'avaient pas, me permettant de voir des connexions et des opportunités que mes collègues manquaient. 4 mois après le début de mon travail, j'ai été affecté à un compte en difficulté sur le point de résilier nos services. Le client, une chaîne régionale de magasins d'équipements de plein air, perdait des parts de marché au profit de concurrents en ligne. M'inspirant de ce que Jacques m'avait appris sur la transformation d'entreprise, j'ai développé une stratégie globale qui incorporait leurs magasins physiques comme des centres d'expérience tout en construisant une présence en ligne plus compétitive. J'ai travaillé pendant les week-ends à peaufiner l'approche, puis j'ai demandé à David 5 minutes pour lui présenter mes idées. Il m'en a donné 30. Et quand j'ai fini, il m'a demandé de le présenter directement au client. La réunion a été tendue au début. Le client, sceptique face à ce jeune inconnu qui leur faisait face de l'autre côté de la table de conférence. Mais alors que je leur expliquais la stratégie, répondant à leurs questions pointues avec une confiance étayée par des recherches, leur scepticisme s'est transformé en intérêt. Ils ont approuvé un essai de 3 mois de mon approche. Lorsque les ventes ont augmenté de 17% au premier trimestre,
j'ai été promu chef de compte, le plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Mon ascension chez Corbrand s'est poursuivie régulièrement au cours des 3 années suivantes. Je suis passé de la gestion de compte au développement de stratégies, me forgeant une réputation pour des approches innovantes de problèmes difficiles. J'ai recommencé la thérapie, cette fois avec un thérapeute privé que je pouvais me permettre avec mon nouveau salaire. Travaillant sur les problèmes plus profonds que l'abandon de ma famille avait créés. J'ai acheté un petit condo dans un immeuble rénové du centre-ville. Ma première vraie maison depuis que j'avais été mis dehors. Le jour où j'ai signé les papiers d'hypothèque, je suis resté seul dans l'espace vide, les larmes coulant sur mon visage. Je l'avais fait. Malgré tout, j'avais créé de la stabilité et du succès selon mes propres termes, grâce à des réseaux professionnels. J'entendais parfois des rumeurs sur le cabinet comptable de mon père. Conformément à ce que Jacques avait découvert, Richard Hamilton et associés faisaient l'objet d'une enquête du Conseil de l'ordre de l'État pour violation de l'éthique. J'ai gardé les informations que Jacques m'avait données en lieu sûr, ne les utilisant jamais, mais trouvant un certain réconfort en sachant que la vérité pourrait éventuellement éclater sans mon implication. Au cours de ma 4e année chez Corbrand, l'entreprise a annoncé une expansion majeure, créant une nouvelle division axée sur les marchés numériques émergents. La directrice, Vanessa Torres, m'a approché directement. Nous construisons cette équipe à partir de zéro, a-t-elle expliqué. Je veux que vous gériez le processus de recrutement et aidiez à façonner la culture du département. Vous avez un œil pour le potentiel que les autres manquent. C'était un vote de confiance important, me faisant effectivement le commandant en second de ce qui allait devenir la division à la croissance la plus rapide de l'entreprise. Ma première tâche a été d'examiner des centaines de CV pour divers postes, des analystes débutants aux stratèges numériques expérimentés. Tard un soir, alors que je faisais défiler les candidatures sur mon ordinateur portable, un nom m'a sauté aux yeux. Amanda Hamilton, ma sœur. J'ai fixé l'écran, le cœur battant. Son CV montrait qu'elle avait quitté Princeton après 3 ans sans obtenir de diplôme. Depuis, elle avait occupé une série d'emplois dans la vente au détail, aucun ne durant plus de 6 mois. Elle postulait pour un poste de création de contenu de premier échelon, un poste pour lequel elle était à peine qualifiée. J'ai fermé mon ordinateur portable, soudainement incapable de respirer. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour de janvier où ma vie avait été bouleversée. 5 ans de lutte, de croissance et de reconstruction. Et maintenant, par une coïncidence cosmique ou un coup du sort, l'avenir de ma sœur était littéralement entre mes mains, je me suis versé un verre de whisky et je suis allé sur mon petit balcon, regardant les lumières de la ville. Que me conseillerait Jacques de faire? Quel était le bon choix ici? Non seulement professionnellement, mais aussi pour ma propre guérison. Le matin, j'avais pris ma décision. Je l'interviewerai moi-même. Les 3 années qui ont suivi la mort de Jacques m'ont transformé d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Alors que ma carrière chez Corbrand s'épanouissait, j'ai travaillé tout aussi dur à reconstruire ma vie personnelle et ma santé émotionnelle. Mon thérapeute, le Dr Reeves, m'a aidé à comprendre que mes tendances à travailler de manière excessive, bien que productive, étaient en partie un mécanisme de défense. Vous avez peur de ralentir parce qu'alors vous pourriez devoir ressentir tout ce que vous avez fui. Elle a observé lors d'une séance particulièrement difficile. Elle avait raison. J'avais substitué la réussite à la connexion, utilisant le succès professionnel pour combler le vide que ma famille avait laissé. Lentement, j'ai commencé à m'ouvrir, d'abord à des collègues, puis à de vrais amis. Marcus, un graphiste du département créatif, est devenu mon premier vrai ami chez Corbrand. Après avoir été tous les deux coincés à travailler tard sur une présentation, nous nous sommes liés d'amitié grâce à notre amour commun pour les films indépendants obscurs et avons commencé à nous retrouver chaque semaine pour des soirées cinéma. Par l'intermédiaire de Marcus, j'ai rencontré Elena, une professeure de littérature à l'université locale qui a remis en question ma vision du monde axée sur les affaires avec des perspectives sur la philosophie et l'art. Notre amitié a évolué en une brève romance qui, bien qu'elle n'ait finalement pas duré, m'a aidé à réaliser que j'étais de nouveau capable de confiance et de vulnérabilité. J'ai construit ce que les thérapeutes appellent une famille choisie. Des gens liés par le choix plutôt que par le sang. Nous avons célébré les fêtes ensemble, nous nous sommes soutenus pendant les crises et nous avons créé de nouvelles traditions qui ont aidé à guérir mon association des réunions de famille à la douleur et à la trahison. Ma situation financière s'est stabilisée puis a prospéré. J'ai investi avec soin, me souvenant des leçons de Jacques sur l'importance de la diversification et de la pensée à long terme. À 24 ans,
j'avais entièrement remboursé mes prêts étudiants du Community College et j'avais créé un compte de retraite sain. Occasionnellement, je cherchais mes parents sur les réseaux sociaux, non pas par désir de renouer le contact, mais simplement pour savoir ce qui se passait dans leur vie. Ce que j'ai découvert m'a surpris. Le cabinet comptable de mon père avait en effet subi les conséquences de leur manquement à l'éthique. Plusieurs clients avaient déposé des plaintes pour pratiques inappropriées, ce qui avait conduit à une enquête du Conseil de l'État. Bien qu'il ait évité des poursuites pénales, sa réputation professionnelle a été gravement endommagée. Ils avaient vendu leur maison en banlieue, déménageant dans un condo beaucoup plus petit en dehors de la ville. Les médias sociaux d'Amanda racontaient une histoire différente de l'expérience universitaire insouciante que ses premières publications suggéraient. En lisant entre les lignes de ces mises à jour de plus en plus rares, j'ai compris que Princeton n'avait pas été l'expérience de rêve pour laquelle mes parents avaient sacrifié mon avenir. Ces publications sur l'excitation académique ont cédé la place à des photos de fête, puis à de vagues références à une pause pour se retrouver. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à leurs difficultés, juste une tristesse creuse pour ce qui aurait pu être s'ils avaient fait des choix différents. En thérapie, j'ai travaillé sur ma colère persistante, arrivant à comprendre que leur traitement de moi reflétait leur propre peur et limite plus que tout échec de ma part. Le favoritisme, comme celui de vos parents, est souvent lié aux besoins des parents, pas aux qualités des enfants, a expliqué le Dr Reeves. Ils ont probablement projeté leurs propres ambitions inassouvies sur votre sœur. Cette prise de conscience m'a aidé à séparer mon estime de moi de leur rejet. Je n'étais pas indigne d'amour ou de soutien. Ils avaient été incapables de le fournir de manière égale et inconditionnelle. Ma promotion au poste de responsable du recrutement pour la nouvelle division numérique est intervenue alors que Corbrand connaissait une expansion importante. L'entreprise avait récemment acquis 2 agences plus petites, absorbant leurs clients et une partie de leurs talents. Mon rôle m'a donné une influence considérable dans la formation de la culture et des capacités de ce qui allait devenir le département le plus rentable de l'entreprise. J'ai abordé le recrutement avec des principes que Jacques aurait approuvés. Regardez au-delà des références traditionnelles pour identifier les personnes ayant de la motivation, de l'adaptabilité et des perspectives uniques. Sous ma direction, nous avons constitué une équipe diversifiée qui a rapidement développé une réputation pour des campagnes innovantes qui ont généré des résultats mesurables pour les clients. Vanessa Torres, ma directrice, m'a donné une autonomie croissante alors que mes décisions se sont avérées à plusieurs reprises judicieuses. Vous avez un instinct pour les gens, m'a-t-elle dit après une embauche particulièrement réussie. Une ancienne enseignante qui a apporté de nouvelles approches à nos comptes clients du secteur de l'éducation. Vous voyez du potentiel là où les autres voient des lacunes. L'ironie de cette déclaration ne m'a pas échappé, étant donné à quel point mon propre potentiel avait été rejeté par ceux qui auraient dû le nourrir. Peut-être que cette expérience m'avait donné un œil plus aiguisé pour les talents négligés. La nuit où j'ai découvert la candidature d'Amanda, j'ai à peine dormi. 1000 scénarios ont traversé mon esprit, du rejet vengeur à la réconciliation en larmes. Le matin, l'éthique professionnelle l'a emporté sur l'histoire personnelle. Je l'interviewerai équitablement, jugeant ses qualifications par rapport aux exigences du poste, comme je le ferais pour n'importe quel autre candidat. Mais d'abord, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas pu m'empêcher de faire. J'ai fait des recherches plus approfondies sur elle. Grâce à des contacts de l'industrie et des réseaux sociaux, j'ai reconstitué une image plus complète de ce qui s'était passé au cours des 5 années depuis que je l'avais vue. Amanda avait en effet fréquenté Princeton pendant près de 3 ans grâce à la bourse partielle et à mon fonds universitaire réaffecté. Mais selon un ancien camarade de classe travaillant maintenant au bureau de New York de Corbrand, elle avait eu des difficultés académiques et sociales, la pression d'être une étudiante de première génération de l'Ivy League issue d'un milieu de classe moyenne ayant fait des ravages. Elle était partie sans obtenir son diplôme, retournant en Ohio, où nos parents étaient maintenant confrontés à des difficultés financières suite à l'effondrement de l'entreprise de mon père. Elle avait travaillé dans la vente au détail au centre commercial, puis comme assistante administrative dans une agence de marketing locale, trop petite pour offrir des possibilités d'avancement. Plus j'en apprenais, plus mes sentiments devenaient complexes. La sœur que j'avais enviée et ressentie n'avait pas reçu l'avenir doré que mes parents avaient promis. Le sacrifice qu'ils m'avaient forcé à faire avait été vain. Le matin de l'entretien, je suis arrivé au bureau 1 heure plus tôt, examinant sa candidature une dernière fois. Sur le papier, elle n'était pas la candidate la plus forte, manquant le diplôme et l'expérience spécifique que nous exigions généralement, mais il y avait du potentiel dans ses échantillons d'écriture, une compréhension naturelle de ce qui résonnait avec différents publics. J'ai soigneusement préparé la salle de réunion, enlevant les objets personnels qui pourraient m'identifier avant son arrivée.
Une partie de moi se demandait si elle me reconnaîtrait même. 5 ans m'avaient changé, passant d'un adolescent malade et désespéré à un professionnel soigné. Je portais un costume sur mesure, gardais mes cheveux bien coiffés et avais développé la posture confiante de quelqu'un à l'aise dans les environnements d'entreprise. Alors que les minutes s'écoulaient avant notre réunion prévue, j'ai reçu un email inattendu d'une adresse que je ne reconnaissais pas, amandahamilton94@gmail.com. Le message était bref mais m'a secoué jusqu'au plus profond de mon être. Cher monsieur Steven Walker, je viens de réaliser, d'après l'annuaire de l'entreprise, que vous êtes le Steven Walker qui m'interviewera aujourd'hui. Si vous êtes bien celui que je pense, je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée que vous travailliez chez Corbrand lorsque j'ai postulé. Ce n'est pas une tentative de renouer le contact. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je veux aussi que vous sachiez que je n'ai que récemment appris la vérité sur ce qui s'est passé il y a 5 ans. Je suis désolé pour tout, mais je comprendrai si vous vous récusez du processus d'entretien. Amanda Hamilton. Je me suis assis à mon bureau, fixant le message. Mon approche soigneusement planifiée et professionnelle soudainement compliquée par cette reconnaissance directe. Elle savait, et plus important encore, ces mots suggéraient qu'elle n'avait pas connu la vérité auparavant. J'avais 10 minutes pour décider comment procéder. Au final, j'ai choisi le chemin qui me permettrait de maintenir mon intégrité professionnelle tout en faisant face à ce moment crucial de mon histoire personnelle. J'ai répondu simplement, l'entretien se déroulera comme prévu. Veuillez vous présenter à la réception à 11 h. Puis je suis allé à la salle de réunion pour attendre ma sœur. La nuit précédant l'entretien d'Amanda, après avoir reçu son email, j'ai à peine dormi. Mon esprit était en ébullition avec des questions. Quelle vérité avait-elle récemment apprise? Que savait-elle de ce qui s'était passé? Que pensait-elle de nos parents maintenant? Je me suis levé avant l'aube, debout sous la douche jusqu'à ce que l'eau chaude devienne froide, essayant de me vider la tête. Il ne s'agissait pas seulement d'Amanda ou d'une réconciliation potentielle. La façon dont je gérerais la journée d'aujourd'hui aurait un impact sur ma réputation professionnelle chez Corbrand, l'entreprise qui m'avait donné une chance quand je n'avais rien. Je me suis habillé méticuleusement dans mon meilleur costume, un canali bleu foncé que j'avais acheté pour célébrer ma dernière promotion. La routine de nouer ma cravate et de cirer mes chaussures a aidé à calmer mes nerfs. Dans mon bureau à domicile, j'ai examiné sa candidature une dernière fois, me forçant à la voir sous un angle objectif. Amanda avait terminé 3 ans à Princeton, se spécialisant en communication avant de se retirer. Son expérience de travail consistait en des postes dans la vente au détail et 18 mois chez Smalltown Marketing, une agence locale où elle avait commencé comme réceptionniste et avait été promue rédactrice junior. Son portfolio montrait du potentiel, mais manquait des compétences techniques et de la pensée stratégique que notre poste exigeait. Dans des circonstances normales, elle ne passerait pas le premier entretien. Mais ce n'était pas des circonstances normales. Je suis arrivé au bureau 2 heures plus tôt, ayant besoin de temps pour me recentrer. L'environnement familier de Corbrand m'a calmé. C'était mon territoire maintenant, le monde que j'avais construit pour moi-même après que tout m'ait été enlevé. Vanessa est passée à mon bureau vers 9 heures. Surprise de me trouver déjà plongé dans le travail. Vous interviewez Amanda Hamilton aujourd'hui, n'est-ce pas? A-t-elle demandé en s'appuyant contre le cadre de ma porte. Y a-t-il quelque chose dans sa candidature qui soit particulièrement impressionnant? J'ai gardé une expression neutre. Un talent naturel pour l'engagement du public, mais une expérience technique limitée. Je garde l'esprit ouvert, a-t-elle hoché la tête. C'est pour ça que vous êtes bon à ça. Vous voyez du potentiel là où les autres manquent. Elle a vérifié sa montre. J'ai des réunions toute la matinée, mais faites-moi savoir si vous trouvez des candidats exceptionnels. J'ai passé l'heure suivante à préparer la salle d'entretien, un petit espace de conférence avec des murs en verre qui offrait de l'intimité tout en restant visible du reste du bureau. J'ai enlevé ma plaque nominative de la porte et j'ai positionné la chaise de manière à ce qu'Amanda entre avant d'avoir une vue claire de mon visage. À 10h30, je me suis retiré dans mon bureau, fermant la porte pour un moment de réflexion silencieuse. Sur mon bureau se trouvait un petit presse-papier en pierre que Jacques m'avait donné. Un galet de rivière lisse avec le mot « Persévérer » gravé à sa surface. Je l'ai tenu dans ma paume, puisant de la force dans le lien avec l'homme qui m'avait sauvé lorsque ma propre famille avait échoué. « Que ferais-tu, Jacques » ai-je murmuré. La réponse est venue clairement dans mon esprit, presque comme s'il était debout à côté de moi. Il s'attendrait à ce que je sois professionnel mais honnête.
À ce que je me protège sans chercher à me venger. À ce que je me souvienne que la guérison vient parfois d'endroits inattendus. J'ai remis la pierre sur mon bureau et j'ai sorti un bloc-notes, notant les questions standards que je posais à tous les candidats ainsi que quelques-unes spécifiques à Amanda en fonction de son expérience. Je mènerai cet entretien dans les règles de l'art, lui donnant la chance équitable que je n'avais pas reçue. Mon téléphone a vibré avec un texto de Marcus. Déjeuner après tes entretiens. Elena est en ville. J'ai répondu par un rapide, peut-être, incapable de m'engager alors que je n'avais aucune idée de l'état dans lequel je serais après avoir fait face à Amanda. À 10h55, mon assistante Maya a frappé à ma porte. Votre candidat de 11h est là. La réception a appelé. Merci. Je suis là tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration, redressant ma cravate une dernière fois. 5 ans de construction d'une nouvelle vie avaient mené à ce moment. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'entretien, ce serait selon mes conditions, non pas motivé par l'abandon et la trahison qui avaient défini notre dernière interaction. J'ai rassemblé mon carnet, le CV d'Amanda et un stylo, présentant l'image d'un professionnalisme confiant que j'avais travaillé si dur à créer. Personne en me regardant ne verrait l'adolescent sans abri et malade qui avait un jour dormi dans un refuge, se demandant si la vie valait la peine d'être vécue. En me dirigeant vers l'ascenseur, j'ai pensé à l'email qu'Amanda avait envoyé. J'ai seulement récemment appris la vérité, avait-elle écrit. Quelle version des événements avait-elle cru toutes ces années? Lui avait-on raconté les mêmes mensonges sur la toxicomanie que mes parents avaient raconté au reste de la famille? Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur l'étage de la réception. À travers les portes vitrées de la salle d'attente, je pouvais voir une jeune femme assise, rigide, dans l'un des fauteuils des visiteurs, serrant une mallette. Ses cheveux étaient plus foncés que dans mes souvenirs, coupés en un carré professionnel au lieu des longues ondulations qu'elle portait adolescente. Elle était plus mince, son visage montrant des rides de stress qui n'étaient pas là à 16 ans. Pendant un instant, la voir a déclenché un flot de souvenirs. Des fêtes d'anniversaire où son gâteau était plus grand. Des événements scolaires où elle recevait des ovations debout alors que mes réalisations passaient inaperçues. Le dernier aperçu d'elle, regardant depuis l'embrasure de sa chambre. Alors que je sortais ma vie dans des boîtes, j'ai repoussé les souvenirs. Aujourd'hui n'était pas une question de passé. Il s'agissait de démontrer qui j'étais devenu, malgré tout ce qui m'avait été fait. J'ai hoché la tête à la réceptionniste et je suis entré dans la salle d'attente. Amanda a levé les yeux, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. Mademoiselle Hamilton, ai-je dit formellement en lui tendant la main. Je suis Stephen Walker. Veuillez me suivre dans la salle d'entretien. Sa main a légèrement tremblé en me serrant la main, mais elle a maintenu le contact visuel, ce que je n'attendais pas. La sœur, je me souviens, avait toujours détourné le regard lorsqu'elle était confrontée. Merci de me recevoir, a-t-elle dit, la voix stable malgré sa nervosité évidente. Je l'ai conduite à l'ascenseur en silence. Conscient de la réceptionniste qui nous regardait curieusement, nous nous sommes tenus côte à côte, sans parler, alors que les étages défilaient. Je pouvais la sentir me jeter des regards furtifs, observant les changements que 5 ans avaient apportés. Lorsque nous avons atteint la salle d'entretien, je lui ai fait signe de s'asseoir en face de moi à la petite table. J'ai placé son CV entre nous, un document qui représentait les chemins divergents que nos vies avaient pris depuis que nos parents avaient choisi son avenir plutôt que le mien. Elle a posé son portfolio sur la table, les jointures blanches à force de le serrer trop fort. Malgré sa tenue professionnelle, une simple robe bleu marine avec un blazer, elle avait l'air jeune et vulnérable. J'ai cliqué mon stylo, la regardant droit dans les yeux pour la première fois. Nous sommes ici pour discuter de vos qualifications pour le poste de spécialiste du contenu, ai-je dit, ma voix calme et contrôlée. Devons-nous commencer? Amanda hocha la tête, déglutissant difficilement. Oui, je suis prête. J'ai commencé avec des questions standards, maintenant une attitude professionnelle pendant qu'elle décrivait son expérience et ses compétences. Sa voix a gagné en confiance alors qu'elle parlait des projets sur lesquels elle avait travaillé chez Smalltown Marketing, montrant un véritable enthousiasme pour le développement de contenu créatif. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu être impressionné par ses réponses articulées et sa passion évidente pour le travail, mais je ne pouvais pas séparer la candidate professionnelle de la sœur dont l'avenir avait été acheté avec ma souffrance. À mi-chemin de l'entretien, lors d'une question sur son plus grand défi professionnel, son sang-froid s'est fissuré. « Je suis désolé », s'est-elle interrompue en pleine phrase. « Je ne peux pas faire ça. Pas comme ça.
Elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Steven, ça fait 5 ans. Pouvons-nous s'il vous plaît reconnaître ce qui s'est passé? J'ai soigneusement posé mon propre stylo sur la table. C'est un cadre professionnel, mademoiselle Hamilton. J'évalue vos qualifications pour un poste chez Corbrand. Je sais, a-t-elle dit, sa voix baissant. Et j'apprécie l'opportunité, mais je sais aussi que vous devez avoir des questions. J'en ai certainement. L'environnement contrôlé que j'avais soigneusement construit s'effondrait. Une partie de moi voulait maintenir la façade professionnelle pour lui refuser la conversation émotionnelle qu'elle voulait clairement. Mais une autre partie, celle qui avait passé des années en thérapie à travailler sur l'abandon et la trahison, avait besoin de réponses. J'ai vérifié ma montre. Il nous reste 15 minutes dans ce créneau d'entretien. Après ça, j'ai un déjeuner de travail. Ce n'était pas vrai, mais cela me donnait une porte de sortie si nécessaire. Alors je serai brève, a-t-elle dit. D'abord, je veux que tu saches que je ne savais pas ce que maman et papa t'avaient fait jusqu'à l'année dernière. Ils m'ont dit que tu étais parti parce que tu étais en colère à propos de mon admission à Princeton, que tu avais coupé volontairement le contact avec nous tous. J'ai gardé mon visage neutre, bien que ces paroles aient confirmé mes soupçons. Continue. Je les ai crus, a-t-elle admis, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle a visiblement lutté pour contrôler. J'étais blessée et confuse, mais j'avais aussi 17 ans et j'étais égocentrique. Princeton était mon rêve, et je n'ai pas remis en question la façon dont nous pouvions soudainement nous le permettre. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un morceau de papier plié, le faisant glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, sans le toucher. Un relevé bancaire de mon fonds universitaire. Je l'ai trouvé l'année dernière en aidant maman à organiser leurs documents financiers après l'effondrement du cabinet de papa. Sa voix s'est durcie. C'est là que j'ai vu les transferts de ton compte au mien. C'est là que j'ai commencé à poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. J'ai hésité, puis j'ai déplié le papier. C'était là, en noir et blanc. Des transferts réguliers du fonds universitaire et Swalker au fonds universitaire à Hamilton, datant de mes 16 ans. Je les ai confrontés. Amanda a continué. Papa s'est mis en colère. Maman a finalement craqué et m'a tout dit. Comment il m'avait choisi plutôt que toi? Comment il t'avait mis dehors quand tu étais malade? Comment ils avaient menti à tout le monde sur les raisons de ton départ? Une larme s'est échappée malgré ses efforts. J'ai essayé de te retrouver depuis, mais tu as changé de numéro, tu as déménagé. Aucun de tes anciens amis ne savait où tu étais. J'ai replié le relevé, mes mains stables malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Et maintenant tu m'as trouvé grâce à une candidature à un emploi. Pure coïncidence, a-t-elle insisté. Je n'avais aucune idée que tu travaillais ici jusqu'à ce que je voie ton nom sur le programme des entretiens hier. J'ai failli retirer ma candidature, mais elle a hésité. Je voulais m'excuser depuis 1 an maintenant. T'excuser? Ai-je répété platement. Pourquoi exactement? Tu étais une enfant. Nos parents ont pris les décisions pour les avoir crues sans poser de questions. Pour avoir profité de Princeton pendant que tu étais, elle n'a pas pu terminer sa phrase. Pendant que j'étais sans abri, malade, abandonné. Les mots sont sortis plus vifs que je ne le voulais. 5 ans de thérapie n'avaient pas complètement guéri certaines blessures. Oui, a-t-elle murmuré. Si j'avais su, j'aurais fait quelque chose. Je t'aurais aidé. J'ai étudié le visage de ma sœur, cherchant l'arrogance et l'égoïsme que je lui avais attribués pendant des années. Au lieu de ça, j'ai vu un regret sincère et autre chose. Une dureté autour de ses yeux qui n'était pas là auparavant. La vie lui avait clairement appris quelques leçons difficiles, elle aussi. Qu'est-il arrivé avec Princeton? Ai-je demandé. La curiosité l'emportant sur ma résolution de garder la conversation professionnelle. Votre CV indique que vous êtes parti après 3 ans. La posture d'Amanda s'est légèrement affaissée. J'ai échoué. La pression était écrasante. Papa m'avait présenté comme une prodige académique, mais j'étais juste une bonne élève de l'Ohio, soudainement entourée de gens qui avaient été préparés pour l'Ivy League depuis leur naissance. Elle a passé une main dans ses cheveux. Un geste si familier qu'il m'a fait mal. Mes notes ont baissé. Je suis tombé en dépression. Quand j'ai appelé à la maison pour du soutien, papa n'arrêtait pas de dire que je ne pouvais pas échouer, qu'ils avaient tout sacrifié pour que je sois là. Son rire était amer. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire alors.
Et maintenant je sais qu'ils t'ont sacrifié. Elle a croisé mon regard directement. J'ai abandonné après la 3e année. Je n'en pouvais plus. Quand je suis rentré, tout s'effondrait. Le cabinet de papa était sous enquête. Il vendait la maison. Et soudain, j'étais la déception au lieu de l'enfant prodige. La minuterie de mon téléphone a sonné, indiquant que notre temps d'entretien prévu était terminé. Je l'ai mise en sourdine mais je n'ai pas bougé pour me lever. « Que veux-tu de moi, Amanda ?» ai-je demandé doucement. « Au-delà de cet entretien d'embauche, rien que tu ne veuilles donner, » a-t-elle dit. Une chance peut-être de connaître à nouveau mon frère, d'essayer de réparer les choses, même si je sais que c'est probablement impossible. J'ai regardé son CV sur la table entre nous, pensant au chemin parallèle que nos vies avaient pris. Mes parents avaient tout misé sur son succès et m'avaient rejeté dans le processus. Maintenant, elle était assise devant moi, leur plan en ruine, tandis que j'avais construit quelque chose de significatif sur les cendres de leur trahison. Le poste, ai-je dit finalement, vous n'êtes pas qualifié pour cela. Vos compétences techniques ne répondent pas à nos exigences, et votre expérience est trop limitée. Son visage s'est affaissé, mais elle a hoché la tête. Je comprends. Merci d'avoir été assez professionnel pour m'interviewer quand même. J'ai rassemblé mes notes. Cependant, il y a un poste de débutant qui s'ouvre dans notre équipe de soutien au contenu le mois prochain. C'est plus administratif que créatif au début, mais il offre une formation sur nos systèmes et nos méthodologies. Après 6 mois, les employés performants peuvent postuler pour une promotion dans l'équipe créative. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Me proposez-vous un emploi ? Je vous suggère de postuler lorsque l'offre sera publiée. Si vous le faites, je m'assurerai que votre candidature reçoive une considération équitable. Je me suis levé, signalant la fin de notre réunion. C'est tout ce que je peux offrir professionnellement pour le moment. Amanda a rassemblé son portfolio, traitant clairement mes paroles. Et personnellement, j'ai hésité, des émotions contradictoires se livrant bataille en moi. Personnellement, je pense que nous avons tous les deux beaucoup à traiter. Je suis prêt à parler, mais j'ai besoin de temps. Je comprends, dit-elle en se levant et en me tendant la main formellement. Merci, Steven, pour l'entretien et pour ne pas m'avoir haï. Immédiatement, je lui ai serré la main. Je ne te hais pas, Amanda. Je ne l'ai jamais fait. Nos parents ont fait des choix qui nous ont blessés tous les deux, mais de différentes manières. Alors que nous retournions à la réception, une distance professionnelle entre nous, j'ai pris une décision. Je prends généralement un café au River City Café le samedi vers 10h. Si tu voulais continuer cette conversation en dehors du travail, l'espoir dans ses yeux était presque douloureux à voir. J'aimerais beaucoup ça. À l'ascenseur, je lui ai tendu ma carte de visite. Envoyez votre CV mis à jour lorsque le poste de soutien au contenu sera publié. Et j'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, c'était inattendu de vous voir aujourd'hui, mais pas entièrement malvenu. Elle a hoché la tête, les larmes menaçant de nouveau. Merci, Steven. Je l'ai regardé entrer dans l'ascenseur, maintenant mon sang-froid professionnel jusqu'à ce que les portes se ferment. Puis je me suis retiré dans mon bureau, fermant la porte et prenant un moment pour traiter le tourbillon émotionnel de l'heure écoulée. Ce samedi-là, je suis arrivé au café plus tôt, trouvant une table tranquille dans le coin. Je n'étais pas tout à fait sûr qu'elle viendrait ou ce que je dirais si elle le faisait. Mais à 10 heures précises, Amanda a franchi la porte, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle me repère. Notre conversation ce matin-là a duré des heures, douloureuse et curative à tour de rôle. Elle m'a parlé de la chute de nos parents, comment les raccourcis éthiques de mon père l'avaient finalement rattrapé, entraînant la perte de clients importants et finalement sa licence d'exercice. Ils avaient perdu leur maison, leur statut social et la plupart de leurs amis. Ils ne parlent jamais de toi, a-t-elle dit. C'est comme s'ils t'avaient effacé de notre histoire familiale. Quand je les ai confrontés avec ce que j'avais trouvé, papa s'est mis en colère. Mais maman a juste pleuré pendant des jours. Je pense qu'elle a toujours su que ce qu'ils avaient fait était impardonnable. J'ai partagé des parties de mon parcours, l'itinérance, la rencontre avec Jacques, la reconstruction de ma vie pièce par pièce. J'étais sélectif, protégeant les aspects les plus vulnérables de mon expérience tout en lui donnant assez pour comprendre ce que j'avais surmonté. Au moment où nous nous sommes séparés cet après-midi-là, quelque chose avait changé. Le mur de blessures et d'incompréhension entre nous n'avait pas disparu, mais une petite fenêtre s'était ouverte, permettant la possibilité d'un nouveau type de relation,
non pas basé sur notre passé commun, mais sur ce que nous étions en train de devenir. Amanda a postulé pour le poste de soutien au contenu lorsqu'il s'est ouvert et son entretien avec le chef d'équipe s'est bien passé. Elle a commencé chez Corbrand un mois plus tard, travaillant dans un département différent du mien pour maintenir les limites professionnelles. Je l'ai observée de loin alors qu'elle se plongeait dans le rôle, arrivant tôt, restant tard et saisissant chaque opportunité d'apprentissage. L'enthousiasme que j'avais entrevu lors de notre entretien s'est épanoui alors qu'elle trouvait ses marques. En moins de 3 mois, son chef d'équipe m'envoyait des emails louant son éthique de travail et sa rapidité d'apprentissage. Nous avons continué nos rendez-vous café du samedi, reconstruisant progressivement une relation fraternelle que ni l'un ni l'autre n'avions vraiment vécue auparavant. Amanda avait été l'enfant prodige, moi le négligé. Nous étions tous les deux des pions dans le système de valeurs dysfonctionnelles de nos parents. Maintenant, nous n'étions que 2 adultes trouvant un terrain d'entente et une connexion sincère. 6 mois après l'arrivée d'Amanda chez Corbrand, j'ai visité la tombe de Jacques à l'anniversaire de sa mort. La simple pierre tombale disait Jackson Parker, 1945 à 2020. Il a construit des ponts. J'avais choisi l'inscription moi-même, pensant à la façon dont il avait comblé la période la plus sombre de ma vie, me connectant à un avenir que je ne pouvais pas voir depuis les profondeurs de mon désespoir. J'ai posé une petite pierre sur le dessus de la pierre tombale. Une tradition juive que j'avais apprise d'un des plus vieux amis de Jacques qui avait assisté aux funérailles. J'ai tenu ma promesse, lui ai-je dit, me sentant seulement légèrement gêné de parler à voix haute. Je construis quelque chose de bien, non seulement au travail, mais aussi dans ma vie. Ce soir-là, j'ai finalisé les formalités pour la bourse d'études Stephen Walker Second Chance au Community College que j'avais fréquenté. Financée par mes économies et conçue pour les étudiants confrontés à la rupture familiale ou à l'itinérance inattendue. Elle fournirait non seulement les frais de scolarité, mais aussi une aide au logement d'urgence et un mentorat. Le premier bénéficiaire commencerait les cours en janvier. J'avais insisté pour faire partie du comité de sélection, sachant par expérience que les documents officiels racontent rarement toute l'histoire du potentiel et de la détermination de quelqu'un. Quant à mes parents, je n'avais toujours aucun contact avec eux. Amanda les mentionnait occasionnellement dans nos conversations, généralement en passant. Ils avaient des difficultés financières. Leur plan de retraite anéanti par la disgrâce professionnelle de mon père. Une partie de moi sentait qu'ils avaient reçu le karma qu'ils méritaient. Mais une partie plus évoluée reconnaissait que continuer à définir ma vie par rapport à leurs échecs ne faisait que leur donner un pouvoir continu sur moi. Mon thérapeute m'avait demandé une fois si je pourrais un jour leur pardonner. Je n'étais pas sûr que le pardon soit possible ou même nécessaire pour ma guérison. Ce que j'avais trouvé à la place, c'était de la perspective. La compréhension que leur traitement de moi reflétait leur propre brisure plutôt que ma valeur. J'avais construit une vie qu'ils n'avaient jamais imaginée possible pour moi. M'entourant de gens qui appréciaient mes contributions et mon caractère. Jacques avait vu mon potentiel quand mes propres parents ne pouvaient pas ou ne voulaient pas. Maintenant, je m'efforce d'honorer sa foi en moi en étendant cette même reconnaissance aux autres, y compris, prudemment, à ma sœur. L'histoire de ma vie n'était pas définie par le fait d'avoir été mis dehors à 19 ans. Elle était définie par ce que j'avais construit depuis. Une carrière, des amitiés, un but, et maintenant le début d'une relation guérie avec Amanda. Les chapitres douloureux n'avaient pas disparu, mais ils ne constituaient plus tout le récit. Si vous avez déjà été trahi par ceux qui auraient dû vous protéger, sachez que leur échec ne détermine pas votre valeur. Votre avenir n'est pas limité par leur incapacité à voir votre potentiel. Construire une vie selon vos propres termes est à la fois possible et profondément gratifiant. Avez-vous déjà dû vous reconstruire après une profonde trahison? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la manière de surmonter l'adversité et de trouver votre voie. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, il s'agit des gens qui croient en vous quand personne d'autre ne le fait. Merci d'avoir écouté mon parcours. Puissiez-vous trouver la force de persévérer à travers vos propres défis et d'en sortir plus fort de l'autre côté.